C'est Erdogan, le maître des horloges. C'est Erdogan qui a fait un peu le lien entre l'Occident, les Américains surtout, et le mouvement de Joulani à Damas. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie, de la politique étrangère turque, un sujet extrêmement important et actuel quand on voit que début mai, il y a eu les rencontres d'Istanbul, 3 ans après celle de 2022. Erdogan était le maître des horloges, le pacificateur soi-disant, mais il a raison d'essayer, entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Occident et le monde russo-chinois. Donc la politique étrangère d'Erdogan est subtile, elle est intelligente, elle est polycentrique, elle est multipolariste, tout en étant membre de l'OTAN. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas la première vidéo et ce ne sera pas la dernière sur la Turquie. Nous avons toute une série sur la Turquie, la politique intérieure, la politique extérieure, le rôle de la Turquie dans l'Ukraine, les liens avec le PKK, le problème de l'opposition kémaliste qui oppose aujourd'hui Erdogan avec au maire d'Istanbul, Imamoglu. On verra aussi toute la politique turque en Syrie. On l'a un peu vu pour les Balkans et pour l'Irak. On verra la politique aussi pan-turquiste des alliés d'Erdogan en Asie centrale. Et bien sûr aussi sa politique européenne et sa politique occidentale et son appartenance à l'OTAN qui n'ont toujours pas été remises en question, même si l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'a plus beaucoup de chances d'exister. Mais tout de même, la Turquie reste membre de l'OTAN et il n'y a pas moyen de la renvoyer de l'OTAN. Et ça qui est intéressant parce que nous verrons que la politique étrangère d'Erdogan était fondée sur une pensée qui était hostile à l'OTAN. Et pourtant, la Turquie est restée dans l'OTAN. C'est là qu'elle joue sur 2 tableaux. Et c'est très intéressant parce que c'est une diplomatie extrêmement contradictoire, paradoxale, polycentrique et multidirectionnelle. Monsieur Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, arrive au pouvoir, Erdogan en turc, parce qu'il ne prononce pas le G, il arrive au pouvoir fin 2002, début 2003. Il avait été, comme nous l'avons vu ou comme nous le verrons dans une vidéo, puisqu'il y en a plusieurs sur la Turquie, il a été arrêté pour incitation à la haine religieuse, il a fait quelques mois de prison, il a rebâti un parti en changeant un peu les logos, en ayant l'air un peu moins islamiste, parce qu'il avait à l'époque les anti-islamistes, les militaires contre lui. Et dans le contexte de son arrivée au pouvoir, il a édulcoré les propos et les noms en faisant un nouveau parti. Il a enlevé les termes qui faisaient trop islamistes radicaux, mais il n'en avait pas moins une double stratégie extrêmement intelligente qui va influencer sa politique extérieure. Je suis musulman. Je suis un Premier ministre musulman, il devient un Premier ministre en mars 2003, et je veux quand même adhérer à l'Union européenne. Comment va-t-il allier cette contradiction énorme? Je viens d'un mouvement islamiste, je suis un islamiste, j'ai beaucoup de propos à mon crédit ou à mon débit extrêmement durs contre l'Occident, l'Europe décadente, les chrétiens, etc., y compris le pape qu'il avait insulté, etc., mais il veut faire croire qu'il est à la fois issu de l'islam politique et proche de l'Occident, pro-américain, pro-européen, au point même de vouloir être l'homme qui va déclencher les négociations en vue de l'adhésion avec l'Union européenne. Et cette première stratégie qui allie à la fois un pan-islamisme soft, parce qu'au début c'est assez soft, et un pro-européisme, associé à un pro-atlantisme, à un pro-américanisme, et à une réconciliation avec les Kurdes à l'externe comme à l'interne. À l'époque, il dit « Je suis musulman, les Kurdes sont des musulmans, nous allons nous réconcilier avec les Kurdes ». Ça choque beaucoup de nationalistes qui sont contre lui, notamment des militaires. Comme il est musulman, il veut aussi avoir des bonnes relations avec son entourage. Et c'est là qu'arrive la doctrine dès le début. Il est son conseiller occulte, il sera connu un peu plus tard. Son livre va être traduit en anglais quelques temps plus tard, mais au début, il n'était pas connu. Ahmed Davutoglu. Ahmed Davutoglu est un grand stratège qui était professeur et haut fonctionnaire, professeur de géopolitique. Je parlais récemment à un étudiant turc à Istanbul, à Galatasaray, la fameuse université francophone. Il me disait qu'il ne l'aimait pas parce que c'est quand même le théoricien du néo-ottomanisme.
mais il reconnaissait qu'il était extrêmement influent et brillant. Et ce conseiller occulte, qui va devenir beaucoup plus visible plus tard, mais en 2003, il n'est encore pas connu, il écrit un livre dans ces années-là, La profondeur stratégique. Et dans La profondeur stratégique, Davutoglu dit que la Turquie a été en quelque sorte bridée par une alliance exclusivement occidentale qui a consisté à devenir membre de l'OTAN sur fond de lutte contre le PKK communiste qui lui-même était aidé à l'époque par l'Union soviétique. Et cela aurait bridé la Turquie. Elle n'aurait pas pu justement faire une politique de réconciliation avec les Kurdes au niveau islamique et avec les Arabes au niveau islamique aussi. Et ça l'aurait coupé en quelque sorte de son environnement culturel. Il y aurait eu une acculturation par une orientation diplomatique trop pro et exclusivement occidentaliste. Et Davutoglu critique explicitement le fait que la Turquie est bridée par son adhésion à l'OTAN. Mais il est assez malin, et il ne peut pas de toute façon faire autrement, il est assez malin pour ne pas préconiser une sortie de l'OTAN, mais il dit que l'OTAN a été quelque chose qui a empêché la Turquie de se développer dans son environnement naturel, qui est celui à la fois des Balkans, du Proche-Orient, de l'Asie centrale, mais avant l'Asie centrale, du Caucase, et bien sûr du monde arabe. Et il développe deux concepts dans ce cadre de la profondeur stratégique. Premièrement, zéro ennemi. Son idée, c'est que la Turquie doit avoir zéro problème. Parfois il dit zéro problème, parfois il dit zéro ennemi. C'est repris dans le slogan de campagne de M. Erdogan et après la campagne, après novembre 2002, c'est repris tout le temps par Erdogan jusqu'aux années 2013-2014, jusqu'au printemps arabe. Parce qu'à partir du printemps arabe, pour se moquer d'Erdogan, l'opposition, mais aussi des chefs d'État arabes anti-frères musulmans et anti-Erdogan, vont dire zéro voisin avec qui il n'y a pas de problème. Ça, ce sera l'aboutissement en 2014, mais au début, c'est zéro problème, zéro ennemi. Donc, on fait la paix en interne, en externe avec les Kurdes. On fait une grande réconciliation avec les Grecs. Et Erdogan va essayer, après la crise du tremblement de terre, il y a eu une sorte il y a eu quelques semaines de bonne entente entre les anciens frères ennemis turcs et grecs. Je dis frères ennemis parce qu'un tiers des Grecs de Grèce sont des chrétiens de Turquie, qui ont été renvoyés dans les échanges de population entre 1922 et 1940. Il y a eu des échanges de population après la fondation de la Turquie moderne. Donc ce sont en fait des peuples extrêmement proches, puisque beaucoup de Grecs sont des Grecs de Turquie, qui ont dû fuir la Turquie et qui ont vécu en Turquie. Et leur grand traumatisme, c'est d'avoir perdu leur maison et leur terre originelle. Donc il veut faire la paix avec les Grecs, il veut faire la paix avec l'Europe en disant qu'il veut adhérer à l'Union européenne. Il dit même qu'il est le plus grand ami de l'Europe, que l'Europe aura besoin d'un pont entre les civilisations qui sera le rôle de la Turquie. Et donc cette idée de zéro problème est associée, et zéro ennemi, elle est associée aussi à une politique bien sûr arabe et à une théorie des différents cercles d'influence ou sphères d'influence ou cercles concentriques. Donc déjà, on a des bonnes relations avec l'entourage très proche, les Balkans, le Caucase, les Kurdes et le Proche-Orient. Deuxième niveau, ça va être bien entendu l'Afrique du Nord, l'ancien Empire ottoman. Et d'ailleurs, Davutoglu est également à l'origine du terme de néo-ottoman. Bizarrement, moi, en Europe, je l'ai utilisé depuis mes premiers livres en 2003 sur la Turquie. Bizarrement, on nous accusait d'utiliser une expression populiste qui serait le fruit des eurosceptiques ou des turco-sceptiques, voire des identitaires européens qui auraient de la turcophobie ou de l'islamophobie. C'est un terme qui a été créé par le conseiller d'Erdogan, qui va devenir par la suite, beaucoup plus tard, en 2014, en 2013, il va devenir ministre des Affaires étrangères. Mais Davutoglu parle de néo-ottomanisme. Il dit que la Turquie kémaliste et la Turquie atlantiste, dans un double contexte de kémalisme et ensuite d'atlantisme, va l'avoir coupé avec le monde arabe. Et alors que les Arabes sont très mal vus en Turquie, moi je suis frappé à chaque fois que j'accompagne des groupes en Turquie, on fait des missions très intéressantes en Turquie. Je suis étonné que nos interlocuteurs turcs passent des minutes entières à nous expliquer qu'ils n'ont rien à voir avec les Arabes, que les Arabes sont tribaux, que l'islam arabe est tribal, arriéré, que les Turcs sont développés, sont civilisés, etc., etc. Donc,
c'est pas forcément à la mode, mais sous couvert du néo-ottomanisme, c'est-à-dire retrouver une influence dans un espace qui fut un espace colonial, mais en même temps qui n'est pas présenté comme colonial, il est présenté comme l'époque où la Turquie était le fer de lance de l'islam, le chef du sultanat et du califat, et il était le protecteur des musulmans, notamment des pays arabes qui étaient presque tous dominés directement ou indirectement par la Turquie, sauf le Yémen à peine, et le Maroc, qui fut un royaume indépendant et qui n'a pas été directement dominé par le royaume, par le califat et le sultanat ottoman. Donc il préconise une politique particulièrement fraternelle envers les pays arabes du Proche-Orient, premier cercle, et aussi de l'Afrique du Nord, deuxième zone d'influence un peu plus large. Et dans un cercle encore plus large que le premier cercle qui est le voisin proche, le deuxième cercle qui est les Ottomans, l'Asie centrale, le Caucase, il préconise un autre cercle encore plus lointain qui va jusqu'à l'Indonésie. Et là, c'est le cercle qui dépasse l'ottomanisme, c'est le cercle islamique. Donc on a un cercle européen, un cercle atlantiste, caucasien, régional. On a l'amitié avec les Arabes, proches ou lointains. Donc ça va de la Syrie, qui à l'époque est en bon terme avec la Turquie, la Syrie qui est en train de devenir Bachar al-Assad. Hein. C'est la fin de Hafez et le début de Bachar al-Assad. Jusqu'au Maroc et en Orient, jusqu'à l'Indonésie, au nom de la fraternité islamique. On oublie dans ce livre, peut-être, il n'y a pas trop, on en parle un peu, mais ce livre ne développe pas trop le pan-turquisme et le pan-touranisme qui, lui, va jusqu'à toute l'Asie centrale. C'est la fraternité avec ceux qui sont de langue turque. Il en parle, Davutoglu, mais il met l'accent sur la politique arabe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les leaders de l'opposition nationaliste kémaliste l'accusent d'être un pro-arabe et accusent Erdogan et Davutoglu d'avoir été dans les mains des Arabes et d'avoir été des gens qui ont trahi l'identité turque, puisque la Turquie moderne s'est faite en rupture avec le monde arabe, puisque Atatürk avait supprimé l'alphabet arabe et il avait voulu européaniser la culture et la langue turque en mettant plein de termes occidentaux, comme le terme laïcité, qui en turc se dit laiklik, qui est une traduction du mot français laïcité. En ce qui concerne donc cette politique étrangère, elle va avoir plusieurs évolutions, y compris sous Erdogan. Erdogan, au début, va associer sa politique arabe, qui est déjà là, avec un rapprochement avec les frères musulmans, qui est déjà existante. Il va l'associer avec un philo-américanisme et un philo-européisme. Mais à partir de 2007, l'affaire 2007-2008, on a l'affaire Ergenekon, dont on parle dans une autre vidéo. C'est l'affaire d'une tentative de coup d'État, pas la tentative de coup d'État de 2016 qui était réelle, qui a échoué, mais la tentative de coup d'État entre 2007 et 2008. Des anciens militaires à la retraite auraient voulu faire un coup d'État contre Erdogan et ça aurait raté. Et là, il va y avoir une réorientation de la politique d'Erdogan, à la fois interne et externe. À partir de 2008, il y a une première rupture avec le nationalisme turc kémaliste. Il y avait déjà une rupture, mais qui va être beaucoup plus évidente et consommée. Et en politique étrangère, ça va se traduire par un éloignement vis-à-vis de l'Europe, puisque pour réprimer les kémalistes et les militaires et ceux qui ont soi-disant tenté de faire un coup d'État contre lui entre 2007 et 2008, eh bien, il va y avoir des mesures qui vont mettre fin à l'ouverture des chapitres de l'acquis communautaire en vue des négociations, en vue de l'adhésion. Vous savez que pour adhérer à un pays européen, de membre de l'Union européenne, il faut se conformer à 35 chapitres de l'acquis communautaire. On ouvre et on referme un chapitre. Ça peut être la pêche, le commerce, les ports, les aéroports, l'union douanière, etc. Donc la Turquie s'éloigne de l'Union européenne par nécessité de géopolitique interne, par reprise en main du pouvoir de la presse, par la répression envers un certain nombre d'officiers et de hauts fonctionnaires. En même temps, son copain, un autre grand conseiller, copain et complice, Abdullah Gül, devient le premier président de la République turque officiellement islamiste. Lui, c'est un homme qui était formé en Arabie Saoudite. Il est pour le voile islamique comme Erdogan. Sa femme est aussi une militante pro-voile. Je ne dis pas que c'est un islamiste radical, mais il fait partie de l'islam politique, Abdullah Gül, qui aujourd'hui est en disgrâce et avec qui il a rompu. Mais à l'époque, c'était sa caution islamiste modérée, un vrai musulman très conservateur, mais relativement paisible, ami de l'Amérique. Mais il va commencer à restreindre les lois laïques
et il va commencer à nommer un peu partout des islamistes au pouvoir, à la tête des administrations. Donc la présidence turque passe du côté islamiste, et les mesures d'Erdogan pour réprimer ceux qui ont tenté un coup d'État militaire, c'est à la fois des militaires, des hauts fonctionnaires, des profs et des journalistes. Ce qui permet à Erdogan de mettre en tôle ou alors de mettre à pied un certain nombre de fonctionnaires, de directeurs de journaux. Et à partir de 2008, il va même prendre le contrôle de plusieurs journaux pour que l'opposition puisse être moins dangereuse pour lui. Et donc il va faire acheter avec des amendes, avec des menaces d'amendes de milliards et de milliards d'euros, il va faire racheter de force plusieurs grands journaux, notamment les grands journaux d'opposition qui jadis étaient laïques, Cumhuriyet, etc., donc République. Bref, ceci va couper la Turquie du monde européen qui va faire des premiers rapports à partir de 2008-2009 sur le fait que la Turquie a mis en stand-by l'adhésion à l'Union européenne. Et du coup, Erdogan est plus libre pour avoir une politique beaucoup plus moyen-orientale, beaucoup plus, un peu plus pro-islamiste qu'au début. Au début, il a caché son islamisme politique. À partir de 2009, il commence à y aller parce qu'il ne croit plus déjà à l'adhésion à l'Union européenne. Et à partir de 2013, c'est le parc du Gezi, où j'étais récemment, juste en face, à côté de la place Taksim. C'est la fameuse révolte des jeunes, des écolos et des gauchistes contre un projet de mosquée et de supermarché qui aurait rasé un parc avec des arbres. Il y a une énorme répression avec beaucoup de gens blessés, y compris quelques morts. L'Union européenne aussi et l'Occident en général, pour la première fois, met Erdogan sur la liste rouge. Erdogan n'est plus persona non grata, il est persona non grata, il n'est plus considéré comme un allié de l'Occident. On l'accuse de réprimer son opposition, ses journalistes, ses intellectuels, etc., etc. Et c'est l'époque où Erdogan, donc là, un an plus tard, c'est 2014, c'est l'alliance indirecte avec Daesh en Syrie. Et là, on va avoir une politique qui est beaucoup plus pro-frères musulmans. Elle est déjà pro-Hamas depuis 2010, l'affaire du navire Marmara, lorsque des militants turcs d'une association HHS, qui est une association proche du Midi Guluş et très proche des frères musulmans, va aller vouloir violer le blocus israélien de Gaza. Les forces israéliennes interviennent et il y a des dégâts. Et bien entendu, ça crée une vague d'anti-israélisme très puissante en Turquie. Donc à partir de 2010, le navire Marmara jusqu'à 2014, on a une lente évolution de la Turquie vers le panarabisme, séduire les Arabes, aider le printemps arabe. Et le printemps arabe, comment elle va l'aider la Turquie? En cohérence avec son aide déjà ancienne avec le Hamas, la Turquie va aider les frères musulmans et les partis islamistes au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen, un peu partout. Le Erdogan avec le Qatar va être le grand déstabilisateur qui va donner de l'aide logistique, militaire parfois, pour permettre à des mouvements ou des oppositions armées islamistes de renverser des pouvoirs en place qui sont considérés comme anti-islamistes. Donc là, c'est la phase 2010, 2014, 2010, entre 2010 et 2017. C'est le grand amour avec les frères musulmans et avec même certains autres mouvements islamistes radicaux. C'est la politique à la fois arabe et islamiste, décomplexée, qui ne se cache plus cette fois-ci, d'Erdogan, y compris jusqu'à aider Daesh pour lutter contre les Kurdes de Syrie, parce que Erdogan, déjà, a rompu avec les Kurdes. Au début, il avait commencé son ère avec une amitié avec les Kurdes, et là, il a déjà rompu depuis longtemps avec les Kurdes, et étant devenu ennemi interne et externe des Kurdes, il va laisser son armée et le MIT, les services secrets turcs, aider un moment Daesh. Mais ce n'est qu'un moment. Ceux qui disent que c'est toujours, c'est pas vrai. La géopolitique, c'est compliqué. Ça va être tactique une fois que Daesh est amoindri et qu'elle perd la guerre civile syrienne. Les derniers islamistes que Erdogan va aider en Syrie, c'est ceux de Jolani. C'est les anciens d'Al-Qaïda, El-Nosra, qui vont s'appeler HTS, le Hayat Tahrir el-Sham, qui aujourd'hui est au pouvoir à Damas. Et là, c'est une politique qui va durer jusqu'à aujourd'hui, l'aide à l'islam politique dans certains nombres de pays arabes. Pendant plusieurs années, avant de se réconcilier moyennement avec les pays du Golfe et l'Égypte, Erdogan, jusqu'à 2022, Erdogan, 2023, va être à couteau tiré avec El-Sisi en Égypte, qu'il va accuser d'avoir empêché un pouvoir frère musulman de rester au pouvoir. Donc, pour résumer, entre 2010 et 2018, on a une politique pro-arabe, pro-islamiste, à la fois l'islam politique et parfois l'islam armé.
c'est Erdogan le parrain de tous les islamistes du monde arabe et même ailleurs, avec des liens jusqu'à l'Indonésie, la Malaisie, l'islam périphérique, le dernier cercle concentrique. Donc on voit bien, pour résumer, que avant Erdogan, c'était une politique atlantiste et pas pro-européenne, mais européiste, c'est-à-dire pour les valeurs de l'Europe et de l'Occident, même s'il y avait des mauvais rapports avec la Grèce et l'Union européenne. Mais avant Erdogan, c'est une politique atlantiste issue de la guerre froide. Avec Erdogan, c'est une politique zéro ennemi, qui échoue très rapidement. Avec les Kurdes, la lune de miel ne va pas durer longtemps. Avec les Grecs, ça ne va pas durer longtemps non plus. Avec les Chypriotes, ça va s'envenimer à partir déjà de 2003, quand on découvre du gaz au large de Chypre. La Turquie va avoir des problèmes donc avec la Grèce, avec Chypre. Avec la Syrie, la rupture avec Bachar el-Assad est consommée dès le début du printemps arabe, où, pour séduire son opinion publique interne islamiste, Erdogan joue la carte du printemps arabe, un peu comme Sarkozy, qui passe de l'homme qui invite Bachar et Kadhafi à Paris, il va passer à l'homme qui va renverser Kadhafi en Libye. Ben c'est un peu pareil, c'est l'opportunisme politique. Voyant que le printemps arabe, au début, a commencé avec des jeunes qui manifestaient pour la liberté, il s'est dit, je vais saisir là-bas, je vais être le héros des printemps arabes. Et dans ce contexte, il va rompre avec Bachar el-Assad. Double avantage. Il séduit, il renforce son socle islamiste chez lui, mais ça lui permet d'apparaître dans le monde musulman comme le grand défenseur du monde musulman, des Arabes, des islamistes, des partis islamistes et de l'islam, face à ceux qui persécutent l'islam. Or, Kadhafi, mais surtout Bachar el-Assad, persécutent les islamistes et l'islam en général, puisque l'opposition à Bachar el-Assad, qui est alawite, est pro-chrétienne. L'opposition à Bachar, c'est surtout des sunnites. Donc là, c'est le Erdogan assez cohérent, mais ça implique une rupture avec l'Union européenne. Et en plus, il a des problèmes avec 2 pays de l'Union européenne. Il veut prendre le gaz aux Grecs et aux Chypriotes, puisqu'on a découvert plein de gaz offshore en mer Égée et au large de Chypre, mais aussi du Liban, de la Syrie, etc. Il y a un partage entre tous les pays régionaux pour ces eaux territoriales, les zones économiques exclusives, et Erdogan conteste tout ça. Donc il y a aussi de la géopolitique lourde gazière qui se mêle à l'idéologie. C'est relativement cohérent jusqu'à cette époque. La politique pan-arabe pro-islamiste converge avec une politique de rupture avec l'Union européenne, notamment Chypre et Grèce, et l'Union européenne est obligée d'être solidaire, bien sûr, de 2 pays membres de l'Union européenne, dont un qui est envahi par la Turquie, Chypre, et on n'a pas réglé le problème avec le référendum pour l'adhésion de Chypre à l'Union européenne. Chypre va adhérer à l'Union européenne et il y a un référendum qui est organisé à Chypre pour essayer de réconcilier les 2 parties. C'est rejeté, ça ne marche pas, et à partir de là, la Turquie n'ayant pas réussi à faire valoir ses intérêts à Chypre, et les Grecs chypriotes ayant rejeté le plan Annan et le référendum en vue de la réunification, la Turquie est de facto une puissance occupante d'un pays membre de l'Union européenne, puisque Chypre est rentré entièrement dans l'Union européenne à partir de 2004 plutôt. Donc pour résumer, cette politique va s'arrêter en 2016. Cette politique va durer jusqu'à aujourd'hui, mais en 2016, il y a une dernière fracture, c'est la rupture totale avec le mouvement de Fethullah Gülen, qui était un mouvement islamiste modéré. Je dis modéré parce qu'il était pro-israélien, c'est une sorte d'opus dei musulmane. Et là, depuis la rupture avec Fethullah Gülen, il y a un rapprochement avec l'extrême droite pour faire une compensation. Et même s'il reste pro-islamiste, pro-frères musulmans, pro-Hamas, Erdogan va aussi faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire au début, c'était pas du tout sa politique. Il va s'allier au MHP, le parti d'extrême droite ultranationaliste turc, qui est pan-turquiste. Et là, Erdogan, ça va se rejaillir ça va se refléter dans sa géopolitique. Il va être beaucoup plus dans la défense de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens et la promotion des frères turcs, le pan-turquisme ou le pan-touranisme. Donc cette politique étrangère, elle n'est pas contredite, mais elle va rester pro-islamiste. Mais contrairement à Atatürk et contrairement au Erdogan 1, le Erdogan 2, celui d'après 2016, lorsqu'il a failli vraiment être renversé par un coup d'État pro-occidental livré à partir de la base d'Inchirlik avec l'aide du mouvement des kémalistes, mais aussi du mouvement Ismet, le mouvement de Fethullah Gülen, là, le virage multipolariste, anti-occidentaliste et eurasiste d'Erdogan se renforce et ça explique son partenariat
avec la Russie, notamment en Azerbaïdjan. Ils sont assez d'accord. Ils ont tous les deux été pas très amicaux envers les Arméniens du Haut-Karabakh parce que Poutine avait des intérêts communs avec les Turcs et les Azéris dans le Caucase. Donc voilà, pour conclure, la dernière trouvaille géopolitique d'Erdogan, hein, après être passé de l'européisme 0,5 dans les années du printemps arabe, il est passé à que des ennemis, d'où la blague, aucun voisin qui ne soit pas un ennemi, parce qu'il était en conflit avec Chypre, avec la Grèce, avec l'Union européenne, pas conflit mais éloignement, et avec tous les pays arabes qui avaient des dictateurs laïque ou anti-islamiste, il est devenu leur ennemi. Et El-Sisi a repris le pouvoir très peu de temps après Morsi. Donc même les candidats que Erdogan a mis en avant ont échoué. Donc Erdogan était en bisbille avec, à part le Qatar, il était pratiquement en mauvais termes avec tous les pays arabes. C'est un échec de sa politique arabe, mais il continue cette politique pro-islamiste en pensant qu'un jour ça rapportera des fruits. Et la conclusion de ma conclusion, c'est que ça a marché en Syrie. 12 ans plus tard, ce qu'il avait espéré. Lui, il pensait pendant le printemps arabe que Bachar el-Assad serait balayé, comme Kadhafi. Ça n'a pas été le cas. Grâce aux Russes et aux Iraniens, Bachar el-Assad a pu durer jusqu'à décembre 2024. À partir de décembre 2024, les pro-turcs de l'armée nationale syrienne, l'ANS, ancienne ASL, et les pro-turcs également de Joulani, le Hayat Tahrir el-Sham, le mouvement de la libération du Sham, eh bien, ces deux mouvements pro-turcs, puisqu'il y a des pro-turcs dans les deux, surtout l'ANS, mais il y a aussi plusieurs membres du gouvernement de Joulani en Syrie aujourd'hui, du HTS, qui sont les anciens agents de liaison du MIT, les services secrets turcs. Donc, ce sont deux mouvements très pro-turcs, financés par le Qatar notamment. Et avec la victoire des islamistes donc en Syrie, c'est 12 ans plus tard le succès du calcul. C'est la victoire d'Erdogan qui avait misé tout sur l'abandon de Bachar el-Assad, qui pourtant était un allié du Erdogan 1. Erdogan 1 avait il appelait mon frère, il y avait beaucoup de projets en commun, parce qu'ils sont voisins. Et à partir du printemps arabe, il va lâcher Bachar el-Assad. Ça a été considéré comme une erreur, puisque ça a fait un autre problème à côté, mais à partir de l'accès de Joulani au pouvoir, qui fera sa première visite d'ailleurs en Turquie, eh bien, c'est le succès de la politique arabe anti-nationaliste, pro-islamiste d'Erdogan qui a fini par payer ses fruits, puisqu'un islamiste anti-iranien, anti-Bachar, anti-nationaliste, un vrai pan-islamiste a pris le pouvoir à Damas et il est adoubé par l'Occident. Et là aussi, c'est Erdogan le maître des horloges. C'est Erdogan qui a fait un peu le lien entre l'Occident, les Américains surtout, et le mouvement de Joulani à Damas. En ce qui concerne l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est très intéressant parce qu'il ne faut jamais oublier qu'Erdogan est un génie politique. Et qu'est-ce que c'est être génie politique? C'est pas être un saint. L'un des critères du génie politique, c'est l'élasticité. C'est ce que les Chinois appellent le moment juste et que on appelle aussi en grec le kairos, saisir le moment juste, le moment opportun. Et c'est savoir changer de géopolitique au moment opportun et faire les transitions. Donc, M. Erdogan, quand il y a eu l'assassinat terrible à l'acide avec un corps découpé en morceaux et ensuite dissous dans l'acide, qui a été évacué par des mallettes par les services de renseignement, les services d'action saoudiens dans l'ambassade saoudienne à Istanbul, on est en 2018, il y a eu l'assassinat de Khashoggi, donc qui était un opposant d'une très grande famille saoudienne, un ancien ami de Oussama Ben Laden, qui était un djihadiste repenti mais qui était resté islamiste. Et comme beaucoup de djihadistes repentis, il est devenu militant pour l'islam politique des frères musulmans. Mais en même temps, il était choyé par l'Amérique démocrate qui lui avait donné un poste d'éditorialiste à New York. Il était un grand journaliste américain, même s'il était d'origine saoudienne. Et il défendait Erdogan, il défendait le Qatar et il défendait les frères musulmans. Car dans les années 2017-2020, quand il y a eu cette crise terrible entre l'Arabie saoudite et le Qatar, le fond du problème, c'était deux choses. Le Qatar était accusé, avec les frères musulmans, d'avoir déstabilisé les pays arabes en fomentant le printemps arabe, avec certes l'administration d'Obama, mais avec l'argent du Qatar. Et l'idée du Qatar et d'Obama, c'était de mettre les frères musulmans au pouvoir partout dans les pays arabes, car c'était un islamisme non djihadiste, qui était une voie du milieu entre les régimes autoritaires militaristes et les djihadistes. Il y avait une voie du milieu qui était celle de l'islam politique. Calcul qu'on peut comprendre, hein, mais c'était le calcul opposé à celui de l'Arabie saoudite, de M. Mohammed Ben Salman,
qui lui, prince héritier mais homme fort, qui a mis carrément presque à la sieste permanente son père, qui a doublé une génération d'héritiers, tous ses oncles. Et donc il a fait une sorte de coup d'État dans l'ordre de succession normalement habituel en Arabie Saoudite. Et MBS, Mohammed Ben Salman, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, a livré une guerre totale avec MBZ, son grand ex-mentor, qui est lui l'homme fort des Émirats. Les Émirats et l'Arabie Saoudite sont islamiques chez eux, mais ces deux jeunes dirigeants veulent moderniser leur pays, rompre avec l'islam politique, conserver un islam conservateur chez eux, mais rompre avec l'expansionnisme islamiste. C'est très important à comprendre, alors que le Qatar, c'est l'inverse. Il n'est pas forcément ultra-islamiste chez lui, mais il veut développer à l'extérieur l'islamisme comme un soft power pour compenser sa petitesse. Donc le Qatar devient un empêcheur de tourner en rond, mais surtout un déstabilisateur, puisque le Qatar interdit aux frères musulmans de faire de la politique au Qatar. Il est malin. Ils ne veulent pas être renversés, les dirigeants de ce pays de 300 000 habitants, avec plein d'immigrés, mais c'est une petite caste toute petite qui n'a pas du tout envie d'être renversée. Donc, en échange de l'accueil au Qatar, l'accueil des dirigeants des frères musulmans nouvelle génération au Qatar, avec Al Jazeera, etc., en échange, le Qatar dit, par contre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en dehors de Qatar, vous pouvez déstabiliser les Saoudiens, les Égyptiens, renverser les Libyens, les Yéménites, et c'est ce qui s'est passé pendant le printemps arabe. Du coup, il y a eu une coupure totale entre, d'une part, Émirats, Arabie Saoudite, et d'autre part, Qatar. Et qui est venu au secours du Qatar? Deuxième accusation contre le Qatar, en plus des frères musulmans et du printemps arabe, les Saoudiens et les Émirats accusent le Qatar d'être trop proche de l'Iran chiite, qui d'ailleurs a toujours eu des liens avec les frères musulmans. Ça paraît bizarre, mais c'est pas illogique. Les salafistes n'ont jamais de lien avec l'Iran. Les frères musulmans, toujours. Les frères musulmans ont inspiré la révolution islamique iranienne. Donc là, on comprend mieux pourquoi, tout à coup, c'est dessiné un axe frères musulmans, Qatar, Iran, Turquie. La Turquie étant le parrain du Hamas et le parrain des frères musulmans, comme le Qatar et l'Iran, ils avaient le Hamas en commun, ils avaient les frères musulmans en commun, et ils avaient le côté islam révolutionnaire en commun. Pas chez eux, mais chez les autres. Donc cet islam révolutionnaire, tantôt pro-iranien chiite, tantôt pro-Hamas, tantôt pro-Hezbollah, pro-révolution arabe, a créé une cassure totale entre les pro-Qataris, les anti-Qataris. Et la Turquie était du côté du Qatar et même un peu de l'Iran, puisqu'elle avait des très bons rapports avec l'Iran, même si potentiellement ce sont des ennemis. Donc, rapprochement entre Iran, Qatar, Turquie, et ce sont les Iraniens et les Turcs qui ont aidé le Qatar pendant le blocus, surtout les Turcs. Une base turque a été établie dans ce contexte au Qatar, et le Qatar a diversifié ses alliances, pas uniquement une base américaine et une alliance avec l'Occident, et un lien avec des islamistes, mais aussi une alliance renforcée avec la Turquie. Ça, c'était la politique de M. Erdogan après le coup d'État, entre 2017 et jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu cette alliance très forte avec le Qatar qui a été une pierre d'achoppement jusqu'il n'y a pas très longtemps avec l'Arabie Saoudite. Ça ne l'est plus, puisque l'Arabie Saoudite, sous les auspices de la Chine, elle-même, s'est un peu réconciliée avec l'Iran. Elle a fait une doctrine, en gros, de non-nuisance réciproque. On essaie d'empêcher la guerre avec l'Iran, donc on ne fait pas la paix, mais on fait une sorte de trêve. Donc le rapprochement Arabie Saoudite-Iran a un peu apaisé les choses au niveau régional, et le fait que l'Arabie Saoudite et le Qatar et les Émirats se reparlent. Une de mes amies qui habite au Qatar la moitié de l'année me disait qu'elle a vu MBS, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, qui voulait supprimer l'existence du Qatar en 2018, sortir d'une voiture et embrasser, parce que c'est tout petit le Qatar, embrasser le prince Tamim du Qatar pour aller dîner, et la réconciliation existe. Ça, c'est l'Orient, on passe de l'ennemi à la réconciliation. Les pierres d'achoppement sont toujours là, mais ça s'est apaisé. Donc du coup, cette politique radicale d'Erdogan de choisir le camp du Qatar contre l'Arabie Saoudite n'est déjà plus valable. La géopolitique, ça évolue tout le temps. C'est valable peut-être sur le long terme. Il y a encore des pierres d'achoppement. Mais pour l'instant, les différents leaders régionaux ont préféré s'entendre. En tout cas, être dans la déconfliction. Même avec l'Iran, c'est un peu moins chaud qu'avant, puisque l'Arabie Saoudite a peur d'une guerre avec l'Iran, elle ne le veut pas, et la Chine l'a aidé à faire une sorte de réconciliation. Enfin, sur la Syrie, Qatar, Turquie défendent, comme on l'a vu,
Joulani, l'homme fort, qui est un ancien salafiste, mais aidé maintenant par aussi des frères musulmans, et c'est l'islam politique. La Turquie défend toujours Joulani, l'islam politique, comme le Qatar, et pour ne pas laisser, justement, ils sont réconciliés. Donc ils peuvent faire des choses ensemble. Mais ils sont toujours rivaux, réconciliés mais rivaux. Pour ne pas laisser la Syrie aux Turcs et aux Qataris, eh bien, l'Arabie Saoudite vient d'adouber Joulani, l'homme fort de Damas, et elle l'a présenté à Monsieur Trump, qui a tout de suite levé les sanctions sur la Syrie. Donc on voit que la Turquie a un jeu assez malin. Elle joue sur plusieurs tableaux, elle évolue régulièrement, mais les autres acteurs s'adaptent aussi, les autres acteurs évoluent. Pour résumer, la Turquie a toujours des problèmes avec beaucoup de voisins, mais un peu moins qu'entre les années 2014-2017. Entre 2014 et 2017, la Turquie est brouillée avec pratiquement tous ses voisins, d'où le fameux slogan « c'est pas la politique zéro problème de Davutoglu, hein, c'est la politique de zéro ennemi avec qui il n'y a pas de problème ». Là, c'est un peu moins ça, puisque avec l'Iran, ça reste pareil. Avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, ça va mieux. Avec l'Égypte, qui était à couteau tiré, ça s'est rabiboché, même si on n'en pense pas moins. Je l'ai vu parce que j'étais souvent interviewé dans le journal égyptien El Dostur. On ne pouvait rien dire qui soit considéré comme favorable à Erdogan ou pro-turc. Maintenant, c'est l'inverse. On ne peut rien dire qui puisse être une pierre d'achoppement avec Ankara. Dans les pays où la presse est aux ordres, on voit très vite quand il y a un changement de stratégie parce que les personnes ne vous posent plus les mêmes questions. Parce que tout à coup, ça a changé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rivalités avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, mais pour l'instant, on s'accorde pour être d'accord sur pas mal de choses, notamment sur la Syrie. Mais c'est pas revenu non plus à la politique du tout début d'Erdogan où il était bien avec tout le monde. On est dans la politique de problème avec la moitié de ses voisins. En ce qui concerne l'Irak, très intéressant, quand j'étais en Turquie au milieu du mois de mai, nous avons parlé avec des géopolitologues de l'université Galatasaray et avec un grand entrepreneur turc qui travaille avec le Kurdistan irakien. Moi, je le savais, mais mes interlocuteurs étaient surpris dans cette université, c'est les Français, parce que ils entendaient que la Turquie a de très bonnes relations avec les Kurdes d'Irak. Et oui, parce que les Kurdes qui sont au pouvoir en Irak, à Erbil notamment, ne sont pas sécessionnistes. Ils ont reconnu l'intégrité territoriale de l'Irak. C'est un État dans l'État, mais qui accepte formellement l'Irak. Et comme ils ne sont pas liés aux Kurdes du PKK turc, ni aux Kurdes pro-PKK de Syrie. Alors c'est un peu complexe pour nos auditeurs, et encore, je ne vais pas dans le détail des différents noms des partis, mais en gros, les Kurdes d'Irak, à part quelques bases arrière du PKK, les officiels qui dirigent le Kurdistan irakien et qui sont associés à l'État irakien dans la Constitution, avec un président de l'Irak kurde, ces Kurdes-là ont des bonnes relations avec la Turquie, puisqu'ils ont besoin de voisins économiques utile. Dans le cadre de relations économiques, il y a énormément de business. Un grand entrepreneur turc qui témoignait l'autre jour à Galatasaray nous expliquait qu'il avait monté Coca-Cola en Irak à partir du Kurdistan irakien, et c'est un entrepreneur turc qui est en bon terme avec Erdogan. Donc ça veut dire que la Turquie peut faire du business en très bons termes, en allant faire du business et établir une société dans le siège du Kurdistan irakien. Donc, avec les Kurdes d'Irak, il n'y a pas de problème. Il y a des bombardements réguliers dans les zones où il y a des réfugiés du PKK. Quand il y a des gens assimilés au PKK, qui lui est le mouvement kurde de Turquie, ennemi de la Turquie, là, il y a des pierres d'achoppement. Mais avec les dirigeants des mouvements kurdes officiels de l'Irak, des Kurdes d'Irak, la Turquie a des très bonnes relations. Avec les Kurdes de Turquie, les relations se sont améliorées puisque au mois de mai, au début du mois de mai 2025, Erdogan a réussi un super coup. Alors qu'il était montré du doigt pour avoir emprisonné le maire d'Istanbul, Erdogan vient d'avoir une victoire extraordinaire. Il a obtenu la reddition et l'abandon des armes du PKK et l'appel officiel de son leader Öcalan emprisonné
à déposer les armes et à cesser toute lutte militaire contre l'État turc. Ce qui est une victoire absolue parce qu'aucun dirigeant avant Erdogan n'avait réussi à régler ce problème. Ce qui va permettre à Erdogan d'ailleurs de faire des petites combinaisons politiques avec des partis kurdes qu'il va autoriser en échange de. Et là, c'est assez malin puisque ça va couper l'herbe sous le pied de l'opposition qui est en bon terme avec les indépendantistes kurdes version politique. Par contre, on a parlé des Kurdes d'Irak et les Kurdes de Turquie. Avec les Kurdes de Syrie, les relations sont mauvaises puisque les Kurdes de Syrie, bien qu'étant liés à Öcalan, au PKK turc, ont dit que l'appel à déposer les armes d'Öcalan n'aura pas d'incidence sur les Kurdes de Syrie, qui vont continuer à défendre leurs intérêts puisque le récent accord entre le mouvement du Rojava kurde de Syrie, c'est comme ça que les Kurdes de Syrie appellent leur proto-État, c'est le Rojava, l'accord avec Joulani, l'homme fort de Damas, a échoué. À peine un mois après avoir été signé, il est tombé caduc et Joulani l'a même dénoncé. Donc les Kurdes de Syrie, qui ont un tiers de la Syrie, alliés à des Arabes pro-kurdes qu'on appelle les forces de défense syriennes, les FDS, dans ce contexte, les Kurdes de Syrie sont toujours considérés comme Erdogan comme le seul lieu où les Kurdes posent de vrais problèmes durables, puisque ceux de Turquie ont déposé les armes, ceux d'Irak sont en bons termes géoéconomiques, ceux de Syrie restent la cible, et c'est pour ça que Erdogan continue à avoir une politique étrangère en Syrie tournée sur le but d'avoir une bande de sécurité dans tout le nord de la Turquie qui coupe le Kurdistan turc, le Kurdistan de Syrie doit être privé de toute une bande de 30 km de large, de profondeur, et toute la frontière du nord de la Syrie qui serait occupée par des forces mandataires turcophones ou pro-turques, y compris jusqu'à la frontière irakienne. Donc de l'ouest, qui est déjà pris par les Turcs, jusqu'à l'ouest, qui est tenu par les Kurdes. Donc le tiers, si on montre la carte du Kurdistan de Syrie, toute la partie, la bande nord, serait évacuée de ces Kurdes et occupée par des forces turques qui y logeraient des Turkmènes, les minorités turcophones du nord de la Syrie, et qui y logeraient également 2 millions ou 3 ou 4 de réfugiés syriens que les Turcs ne veulent plus. Moi, j'étais frappé aussi dans mes voyages en Turquie, depuis des années déjà, depuis la guerre en Ukraine, et depuis la guerre civile syrienne, que les Turcs sont très, très négatifs vis-à-vis de l'accueil de millions de Syriens en Turquie qui sont pauvres, qui ont augmenté la délinquance, forcément, comme tous les masses de pauvres, mais aussi qui ont été naturalisés en masse par Erdogan et qui sont souvent des islamistes. L'opposition a énormément critiqué la venue de Syriens en Turquie, mais aussi même des électeurs d'Erdogan, ceux qui sont les moins islamistes puristes, c'est-à-dire il y a 20% d'islamistes purs chez Erdogan et 30% c'est plutôt des gens qui ont un intérêt mais qui pourraient changer. Le Turc de base conservateur n'est pas content de voir plein de Syriens dans les rues, beaucoup mendient ou font de la délinquance, beaucoup sont exploités aussi, mais l'idée des Turcs et d'Erdogan lui-même, c'est de reloger les 3 à 4 millions de Syriens de Turquie en virant une partie des Kurdes de Syrie, leur prendre le territoire à la faveur d'une action armée qui est imminente. C'est pour ça que la guerre civile en Syrie n'est pas terminée, et y reloger les Kurdes. Ça, c'est pour les Kurdes. Il y avait un autre pays où on trouve des Kurdes, c'est l'Iran, mais il n'y a pas trop d'incidence avec la politique turque en Iran. Les Turcs ne se mêlent pas trop de la kurdité d'une grande partie d'Iraniens. Beaucoup d'Iraniens sont soit turcs, c'est des Azéris iraniens, soit des Iraniens qui sont kurdophones, c'est les Kurdes iraniens, et ceux-là, la Turquie s'en mêle pas trop. Enfin, la Turquie d'Erdogan, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 2016, le coup d'État manqué et la perte de l'alliance définitive avec le mouvement de Fethullah Gülen, la Turquie se rapproche d'un autre allié qui n'est plus l'islamisme modéré de Fethullah Gülen. Les frères musulmans, c'est autre chose, ça reste en place. Le nouvel allié interne et externe d'Erdogan, ça va être les pan-turquistes. Donc au niveau interne, les pan-turquistes, c'est le parti d'extrême droite MHP qui prône l'aide envers tous ceux qui parlent une langue turque. Ça peut être des pomates, des Balkans, de Bulgarie, ça peut être des minorités turcophones dans les Balkans, en Grèce ou en Albanie ou au Kosovo ou en Macédoine.
ça peut être des turcophones à Chypre, ça peut être des turcophones en Syrie, qu'on appelle les Turkmènes, que Erdogan aide, et il bombarde souvent les Kurdes, soi-disant pour aider les Turkmènes. Ça peut être les Turkmènes en Irak, qui sont aussi une ethnie d'origine turque, qui permet aux Turcs aussi de dire « je vais les protéger et je vais les défendre contre des méchants Kurdes, etc. » Ça peut être bien sûr des turcophones d'Azerbaïdjan. Les Azéris, nous disait notre interlocuteur à Galatasaray, d'ailleurs, souvent se définissent comme des Turcs d'Azerbaïdjan. Donc, ils se considèrent vraiment comme des Turcs. La turcophonie, le pantouranisme défendu par le parti turc nationaliste MHP, ça peut être aussi des Turkmènes de Turkménistan. Donc là, Turkménistan, hein, tout le monde connaît le nom de ce pays. En gros, pour synthétiser pour nos auditeurs, les turcophones externes à la Turquie, que les Turcs comprennent bien, c'est-à-dire sans apprendre leur langue, c'est les Azéris, parfaitement, et les Turkmènes à 80%. Par contre, il y a d'autres pays turcophones comme le Kazakhstan, hein, l'Ouzbékistan, alors là, et le Kirghizistan. Ces trois pays turcophones, Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan. Ouzbékistan, ils les comprennent un peu, mais Kazakhstan et Kirghizistan, ils les comprennent pas du tout. Par contre, pour nos auditeurs, attention, le Tadjikistan n'est pas un pays turcophone, c'est un pays d'origine perse, donc c'est pas la même ethnie. Mais tous les pays en ce temps sont pas tous turcophones, mais la plupart. Mais voilà, donc il y en a 6. Hein, si on compte la Turquie, il y a même une organisation qui a été créée dans les années 80, c'était le T6 pour les pays turcophones qui se rassemblent. Il y a des échanges d'étudiants, des échanges des lignes aériennes qui s'ouvrent, des coopérations économiques, des banques de développement. Turcs, aussi des enseignements scolaires, des enseignements aussi des écoles d'imams. Il y a toute une coopération industrielle, économique, échange d'étudiants, transport, projets industriels et aussi projets politiques. La turcité face à ses ennemis, bien sûr, les Kurdes et les Arméniens, d'où l'alliance d'Erdogan avec l'Azerbaïdjan dans les guerres de 2020 et 2023. À 2 reprises, les Azerbaïdjanais ont perdu la guerre contre les Turcs et la dernière, ils l'ont perdu définitivement puisqu'ils ont dû quitter le Haut-Karabakh qui était une partie arménienne mais qui avait été donnée par Staline à l'Azerbaïdjan. Là aussi, ça a permis à Erdogan de solidifier son alliance avec le parti panturquiste MHP en Turquie, puisque c'est un parti turc qui défend les Turcs de l'extérieur. Quand Erdogan a dit « nous et l'Azerbaïdjan, c'est une seule nation, les Arméniens sont un ennemi existentiel, il faut aider nos frères azéris contre les Arméniens du Haut-Karabakh », ça a beaucoup plu au sein des milieux nationalistes qui aujourd'hui sont cul et chemise avec Erdogan. Pas tous les nationalistes, mais les nationalistes de l'extrême droite des loups-gris, hein, d'où le fameux signe que fait souvent Erdogan, le signe du loup-gris, eh bien ce mouvement-là, le MHP, dont l'idéologie s'appelle l'idéologie des idéalistes. Les loups-gris s'appellent aussi souvent les idéalistes, hein, c'est un terme qu'ils utilisent. Eh bien, eux, à chaque fois que la Turquie se rapproche d'un pays turcophone, eh bien, les turcophones, les panturquistes, les pantouraniens du MHP sont contents et ils vont dans ce sens et ils appuient toute politique panturquiste, pantouranienne. Pour nos auditeurs, pour conclure, on appelle souvent le panturquisme pantouranisme, du mot Touran, qui était un lieu géographique d'où sont originaires les peuples ouralo-altaïques, les peuples d'origine turque, qui sont les ancêtres des Turcs, qui sont des turcophones d'Asie, car le vrai turc, qui parle une langue asiatique, le turc, eh bien, ils viennent en gros des frontières de la Chine, du Kirghizistan et de la Mongolie. C'est des peuples altaïques dont la langue est assez proche d'ailleurs du finnois et du hongrois. C'est des langues finno-hongriennes qui sont d'origine agglutinante, qui ont une origine asiatique, qui sont venues avec Gengis Khan, avec les Mongols. Et en fait, cette langue, elle vient d'Asie. Le vrai turc est un asiatique, avec les yeux bridés. Et j'en parlerai dans une autre vidéo où on approfondira les 6 pays turcophones et aussi le projet turc. On montrera une carte, y compris de défendre les turcophones en dehors des pays purement turcophones, c'est-à-dire les turcophones de Russie, les Tatars ou les Ouïghours de Chine. Mais là, les Turcs sont beaucoup plus prudents. Officiellement, Erdogan ne veut pas trop accabler la Chine pour la persécution des turcophones dans le Xinjiang.